Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui en visioconférence parce que nous avons eu quelques soucis. En tout cas, certains d'entre vous ont eu quelques problèmes pour venir jusqu'à nous en présentiel. Donc, nous n'avons pas souhaité annuler ce temps fort. Car pour nous, il est essentiel et il fait suite sur l'engagement du Comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire, où nous avons déjà eu des échanges sur un rendez-vous du CROSS sur les violences dans le sport. Nous sommes engagés auprès de l'État et également auprès de la région Pays de la Loire. Et derrière moi, vous allez découvrir en tout cas nos différents logos. Donc, tous engagés en Pays de la Loire. C'est donc avec la région et également concernant l'État et la conférence régionale du sport, puisque c'est un des thèmes aussi dont s'empare la conférence régionale. Dans un premier temps, Anne Cordier, présidente du CROSS, va vous dire un petit mot et donc je vais lui laisser la parole. Merci Marie-Bonne, bonjour à chacune et à chacun. En effet, c'est un moment important. Nous nous retrouvons cet après-midi sur cette thématique, tous concernés en Pays de la Loire, par cette thématique de la lutte contre les violences dans le sport en Pays de la Loire. Une thématique que nous avons déjà portée, partagée avec d'autres dans différents moments, comme l'a dit Marie-Bonne tout à l'heure. Une thématique qui va être aussi un fil conducteur pour nous tous au sein de la conférence régionale du sport, où avec l'État, avec les différents partenaires, le monde économique, je salue, il y a aussi des représentants du monde économique ici qui se sont connectés, avec l'État, avec les partenaires économiques, avec les différents acteurs du mouvement olympique et sportif, et aussi bien sûr avec la collectivité régionale et les collectivités départementales et sur les territoires. Une thématique très importante qui nous concerne tous et qui n'est pas là seulement pour un moment, mais qui est là qui doit guider notre réflexion pendant donc tout au long de nos activités, dans tout ce que nous entreprenons, dans tous les temps forts que nous pourrons vivre. La vigilance, nous savons, est important. Le fait de pouvoir en parler. Donc, je me réjouis que cet événement ait pu être organisé et qu'on ait pu l'adapter dans une forme un petit peu différente, mais tout aussi intéressante. Maintenant, voilà. Nous sommes des partenaires, donc je donne... Pardon. Nous sommes, oui, des partenaires et je salue la présence du représentant de la région, Christophe Pau, conseiller régional des Pays de la Loire. On va le mettre bien à l'écran s'il peut mettre sa caméra. Et je salue aussi la présence du représentant du délégué régional académique, Fabrice Landry. Je crois que c'est... Allez, Marie-Bonne. Nous allons donc continuer ce temps d'introduction en donnant la parole à Christophe Pau, donc vice-président sport et culture à la région. C'est à vous, Monsieur Pau. Merci. Alors, je veux juste rectifier, je ne suis pas vice-président. Je suis, c'est Isabelle Leroy, la vice-présidente, et je ne suis que le référent, enfin conseiller régional référent au sport. Je tenais à excuser Pauline Vest parce que c'est Pauline Vest qui est référente dans cette thématique sur les luttes contre les violences en général. Et comme elle était prise par des raisons personnelles, elle m'a demandé de la représenter aussi. Alors, je ne pourrais être qu'une heure et demie avec vous pour suivre vos travaux. Évidemment, alors comme l'a dit Anne Cordier, c'est un sujet qui nous anime tous dans le sport. Que ce soit au niveau du cross, que ce soit au niveau du monde économique, au niveau des collectivités. Et on voit bien que c'est aussi c'est très relayé par la justice, puisque tout fait avéré
dans ces problématiques-là, eh bien, la justice s'en accapare tout de suite. Et ça, c'est important hein, pour avoir participé à quelques rencontres avec le monde de la justice. Eh bien, c'est depuis déjà 2, 3 ans, 4 ans, même peut-être un peu plus, ils sont assez acteurs, assez actifs parce que on peut pas laisser, je dirais, les choses se dérouler ou laisser pourrir ces situations-là. Et c'est important que derrière nos actions que l'on encourage, eh bien, il y a aussi cette notion de justice. Donc, la région, évidemment, elle est actrice. On a plusieurs. Alors, dans le cadre alors je vais redire les choses que Anne Cordier a très bien dit. C'est vrai que dans le cadre de la CRDS, on est concerné par cette thématique. C'est repris dans le PST. Hein, il y a 4 thématiques qui s'associent à cette thématique. Et il y a déjà des actions en cours. Hein, et notamment, on va voir le témoignage justement des ligues qui vont pouvoir s'exprimer, auxquelles on a participé financièrement. Parce que c'est un véritable sujet et c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Donc, j'apprécie, enfin, en tout cas, je remercie l'initiative, en tout cas, du CROSS, à travers Anne, de cette réunion, de ces réunions, parce que ça permet de nous faire avancer tous collectivement sur alors, cette thématique-là, et il y en a bien d'autres. Donc, la région est très attentive, évidemment, puisque en tant que partenaire financier, nous avons une feuille de route qui est en cours de construction aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui sera fléché, on va dire, qui sera important dans notre future feuille de route. Voilà. Donc, merci pour cette invitation, merci pour cette organisation. Et je resterai, je vais suivre vos travaux sur une petite période, mais de façon attentive. Je vais donc passer la parole à Fabrice Landry, représentant donc de l'État, délégué régional académique. L'État a souhaité que cette thématique et ces formations puissent être suivies par les emplois aidés. Mais pour autant, elles concernent l'ensemble des acteurs du sport. Donc, Monsieur Landry, je vous laisse la parole. Merci de me donner l'occasion de dire quelques mots. En cette fin d'après-midi, je voudrais d'abord remercier le CROSS, évidemment, pour cette initiative importante. Merci à Anne, Marie-Vonne et Marlon qui ont contribué, entre autres, à l'organisation de ce webinaire. Je voudrais remercier aussi tous les participants à travers leur diversité parce que c'est très encourageant, je pense, pour nous tous, d'avoir plus de 40 personnes réunies autour de cette thématique, ce qui montre leur intérêt pour ce sujet. Il y a une diversité très intéressante, me semble-t-il, des participants qui sont réunis en cette fin d'après-midi, et c'est un élément positif. Je le souligne parce que, comme nous le disions récemment avec Anne et Marie-Vonne, le mouvement sportif peut avoir la tentation de dire, à travers ses différents représentants, localement, ponctuellement, de dire c'est un sujet important, mais nous ne sommes pas concernés. C'est valable pour la discipline d'à côté, pour le département voisin, etc. Or, nous sommes toutes et tous concernés parce que le basculement vers les violences sexuelles peut se produire n'importe quand et n'importe où. Je voudrais rappeler que c'est à l'occasion d'un drame vraiment extrêmement lourd que la thématique a été portée par le ministère des Sports, à savoir les nombreuses agressions sexuelles dont a été victime Sarah Abitbol, patineuse nantaise, lors de ses stages de jeunes patineuses en Vendée. Donc, ce n'est pas si loin de nous. Et même si nous sommes dans un contexte plutôt favorable, avec des indicateurs qui ne sont pas si préoccupants dans les Pays de la Loire, ça a pu émerger dans notre région et ça peut tous les jours se produire sur nos territoires. Donc, c'est très utile de nous trouver réunis, rassemblés autour de cette thématique et de la prévention que nous pouvons toutes et tous apporter vis-à-vis des violences sexuelles. Nous pourrons dire à travers les différentes interventions ce que sont les signaux d'alerte, ce que sont les moyens de traitement à la fois préventifs et judiciaires pour réagir.
Je voudrais juste rappeler que nous avons une grande continuité dans nos politiques ministérielles autour de cette thématique depuis que la précédente ministre, Roxana Maracineanu, s'est emparée de manière très forte de ce combat, avec un soutien à Sarah Abitbol et aux nombreuses victimes des violences sexuelles. Nous avons mis en place collectivement un système de référents départementaux qui existe, qui est opérationnel et qui, au-delà même de la personne qui est identifiée comme le référent ou la référente départementale, nous sommes concernés tous les mois par différentes affaires qui émergent. Alors, ça ne se fait pas de manière continue, naturellement. Il peut y avoir des mois plus ou moins lourds, mais il y a au total actuellement en France plus de 1000 affaires qui sont suivies par le ministère des Sports grâce à l'action, grâce à la disponibilité des services départementaux. Et je voudrais rappeler, et je voudrais le dire, on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai plusieurs collègues qui sont présents à distance, que nous suivons bien sûr plusieurs sujets qui sont parfois de simples alertes, mais qui peuvent être des cas très lourds. Et nous travaillons en lien avec le parquet, comme ça a été rappelé par M. Pau à l'instant. Au-delà de cette organisation administrative liée au ministère des Sports et à cette très forte volonté, je voudrais dire qu'il y a cette continuité qui est remarquable parce que ce n'est pas très fréquent d'entendre une ministre dire qu'elle s'inspire de l'action de la personne qui l'a précédée, et c'est ce qu'a déclaré de manière très forte, très emblématique, Amélie Oudéa-Castéra. Il y a quelques jours à Nantes, à distance, elle était dans un colloque qui a eu lieu sur les femmes et le sport, et elle a, en ouverture, rappelé qu'elle s'inscrivait dans la droite ligne de la personne qui l'a précédée à ce poste. Donc c'est intéressant, encore une fois, pour avoir une petite expérience des continuités ou discontinuités politiques, je peux vous dire que c'est extrêmement rare d'entendre un ministre ou une ministre évoquer son prédécesseur. Mais je voudrais dire aussi au plan régional, de manière plus précise et plus concrète, que nous sommes vraiment main dans la main avec le conseil régional, et je salue Élodie Petit, comme je voudrais saluer la présence de Christophe Pau. Nous avons pu cofinancer des dossiers qui, tous, sont orientés vers la prévention des violences sexuelles et vers la sensibilisation des publics sportifs, notamment des jeunes, filles et garçons, parce que je crois que c'est très important d'avoir une action pas seulement tournée vers les filles. Je rappelle que c'est 88% de filles victimes, hein. Donc il en reste 12% de garçons, mais c'est très important aussi de former les garçons au respect des filles et à tout ce qu'ils peuvent également, eux, percevoir comme signaux, parce qu'ils sont peut-être bien placés aussi pour pouvoir alerter, pour pouvoir réagir. Et c'est très important aussi d'éduquer les garçons. Donc, nous avons pu financer 22 actions, toutes intéressantes, qui se situent à tous les niveaux, club, comité, ligue, avec la région. Et c'est important, je voudrais le dire en introduction, mais en conclusion de ma petite allocution, que nous sommes vraiment réunis dans cette perspective en totale synergie pour pouvoir soutenir des actions de prévention et de réaction, dans un esprit éducatif qui complète l'action judiciaire que j'évoquais juste auparavant. C'est très important d'être sur ces deux registres, le pénal, mais en amont, l'éducation des jeunes, l'éducation des éducateurs sportifs, parce que nous avons toutes et tous des progrès à faire et on a beaucoup à apprendre de ce que peuvent être précisément les signaux d'alerte dont nous allons parler. Même les plus experts, même les plus professionnels dans le champ du sport ont des choses à apprendre, ont une vigilance particulière à avoir et surtout à travailler ensemble pour être réunis vis-à-vis des sportifs et des sportives qui peuvent être menacés par ce sujet. C'est très important. Moi, je me félicite vraiment en conclusion que ce sujet ait émergé parce que c'était un sujet qui était parfois bien connu depuis des années, mais dont tout le monde disait on ne sait pas très bien comment prendre cette problématique, comment la traiter, est-ce que nous sommes suffisamment compétents pour pouvoir agir? Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire il y a des moyens d'agir. C'est vraiment ça qui est important, de se dire un mot d'ordre tout simple, il y a des moyens d'agir. Voilà. Donc merci encore à toutes et à tous et nous pourrons en reparler dans les heures qui viennent, bien sûr, pour se dire ce que fait l'État, ce que peut proposer l'État. Mais encore une fois, merci au mouvement sportif d'avoir organisé ce temps d'échange. Merci à vous, Monsieur Landry. Donc là, nous allons passer un peu dans le déroulé de notre temps d'échange. Donc nous aurons dans un premier temps Greg Descamps qui va intervenir.
Puis après, nous aurons des témoignages des ligues qui ont été lauréats des projets prévention et lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Je vous propose, parce que c'est un temps quand même qui va être assez long, on fera 5 minutes de pause et on reprendra très très vite avec une présentation du programme de formation par Marion Rambillet, chargée de développement et de commercialisation des formations chez Forma, qui est l'Institut de formation de la Fédération sportive et culturelle de France. Afin que les échanges et que ce soit facile pour les uns et les autres, je vous demanderai de fermer vos micros, de fermer vos caméras et pour améliorer la bande passante. Ça, c'est une première consigne. Concernant Greg Descamps, avant qu'il intervienne, je vais vous le présenter de manière succincte pour ceux qui ne le connaissent pas. Greg Descamps est maître de conférences et enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux. Entre 2007 et 2009, il a coordonné l'enquête nationale sur les violences sexuelles dans le sport et il est l'auteur du rapport ministériel « Étude des violences sexuelles dans le sport en France », la seule étude aujourd'hui de référence sur ce sujet. Il a également été président de la Société française de psychologie du sport entre 2012 et 2017 et il a mené l'étude sur les agressions sexuelles en milieu sportif publiée dans la revue Sciences et Motricité. Aujourd'hui, il intervient et on a le plaisir d'avoir un expert et un spécialiste du sujet qui va nous accompagner, nous donner peut-être des pistes de réflexion pour nos structures, qu'elles soient ligues, qu'elles soient comités ou qu'elles soient tout simplement clubs. Donc, il abordera plusieurs sujets. Je vais lui donner la parole et je souhaite en tout cas une excellente écoute et je pense qu'il sera pour vous une aide importante sur cette thématique. Monsieur Descamps, c'est à vous. Bien, et bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui composent cette assemblée, cet auditoire en cet après-midi. Effectivement, la tâche n'est jamais aisée lorsqu'il s'agit de faire prendre conscience à chacun qu'il est somme toute assez simple de penser, de concevoir et de mettre en place des actions qui ont vocation à lutter contre ce phénomène que sont les violences sexuelles dans le sport. C'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué étant souvent de faire en sorte que ces actions puissent bien se voir appropriées par les publics auxquels on les destine et puis faire en sorte que ces actions puissent se pérenniser. Donc je remercie vraiment aujourd'hui tous les collègues du CROSS Pays de Loire de me donner la possibilité de prendre la parole à ce sujet. Je remercie également bien évidemment tous les collègues qui sont présents cet après-midi qui proviennent des autres régions, ceux et celles qui proviennent des structures nationales, et puis des instances et des structures locales, hein, parce qu'il me plaît à rappeler que le sport français, c'est aussi tout un tas de petites structures, de terrains, de proximité, qui ont des ressources, qui ont des compétences et qui parfois s'autocensurent en se disant qu'ils sont peut-être pas légitimes ou suffisamment compétents pour mettre en place des actions. Eh bien, si on a besoin de vous et on a besoin de toutes les forces vives pour avancer sur ce genre de sujet. Alors, j'ai structuré mon intervention en 3 temps pour essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus constructive possible. Je m'excuse par avance auprès de ceux qui ont peut-être eu l'occasion de m'entendre dans d'autres contextes et qui vont peut-être m'entendre rappeler certains éléments ou certains contenus que j'ai déjà pu présenter par ailleurs, mais souvent on me demande de reprendre des éléments terminologiques et statistiques, ce que je ferai rapidement dans un premier temps. Alors, laissez-moi juste le temps de partager ma fenêtre pour que vous puissiez voir s'afficher mon diaporama.
Voilà, et à partir de maintenant, je suis totalement à l'aveugle. Je vois juste mon diaporama et je ne vois plus le public, je ne vois plus les réactions. Donc, s'il y a des réactions ou des problèmes, je demanderai aux collègues du CROSS de bien vouloir activer leur micro et me dire d'arrêter et me signaler tout problème. Donc, dans un premier temps, nous allons faire un point sur les principaux éléments à connaître du point de vue de ce que sont les agissements, les victimes et les contextes de survenue des violences, hein, puisque ça, c'est toujours la base lorsqu'il s'agit de penser des interventions. Il y a des connaissances de base à avoir. Je vous proposerai un petit topo, on va dire, sur les connaissances qu'on peut avoir maintenant des différents profils d'auteurs de violence, parce que d'une certaine façon, bien connaître les auteurs, c'est aussi avoir des éléments permettant de, de bien faire en sorte que les actions de prévention, sensibilisation et formation qu'on va mettre en place aient bien vocation à agir sur tous les modes d'action de ces auteurs. Et puis on terminera par une partie lors de laquelle je pourrais faire et proposer des recommandations liées à la connaissance des difficultés institutionnelles qui sont liées à la mise en place des actions que ici et là on tente de réaliser ou de pérenniser. Et ce sera, je l'espère, sur ces contenus que nous serons amenés à échanger par la suite et vis-à-vis desquels je me tiendrai à votre disposition pour pouvoir somme toute, prodiguer quelques conseils du haut du statut qui est le mien et des connaissances que je peux avoir sur ce sujet. Alors, pour ce qui est, dans un premier temps, par rapport aux victimes de violences que l'on peut connaître, nous avons entendu aborder dans l'allocation inaugurale le nom de Sarah Abitbol. J'aimerais y ajouter celui d'Isabelle de Mongeau. Nous avons là deux victimes qui, d'une certaine façon, alors c'est peut-être surprenant de présenter les choses un peu de cette façon, mais qui correspondent toutes deux au prototype qu'ont en tête un certain nombre d'individus qui n'ont pas beaucoup de connaissances ou qui se sont pas trop posé de questions sur ce que pouvaient être les violences sexuelles dans le sport. Quand je dis prototype, c'est qu'elles illustrent à elles deux parfaitement les représentations qu'on se fait de ce phénomène que sont les violences sexuelles dans le sport. C'est quoi? C'est sûrement une jeune sportive qui est abusée par son entraîneur, qui profite d'elle dans un coin sombre des vestiaires. Oui, ça fait partie des cas de figure qui se produisent. Et Isabelle et Sarah correspondent à ce cas de figure. Mais ce cas de figure, c'est un cas de figure parmi nombre d'autres cas de figure. Et si je rajoute la première qui a parlé avant Sarah et Isabelle, si je rajoute Catherine Moyon-Debac qui a parlé dans les années 90, la fameuse affaire des lanceurs de marteaux, c'est pas du tout le même genre d'histoire. À quoi on a affaire? On a affaire à une sportive qui a été agressée par plusieurs autres sportifs, par plusieurs coéquipiers d'une certaine façon, dans le cadre d'un stage, le tout sous couvert d'un entraîneur qui n'a pas nécessairement participé, mais qui a laissé faire ou qui n'a en rien recadré le comportement des sportifs qui étaient l'auteur des violences. C'est pas du tout le même cas de figure. Et d'une certaine façon, ça correspond un peu moins à ce qu'on imagine. Mais pour autant, on se doit de tenir compte de la diversité des profils de victimes et des contextes de survenue de ces violences, si on veut être efficace en matière de prévention et de sensibilisation. Permettez-moi également quelques rappels sur les principaux éléments issus du rapport ministériel que j'ai pu remettre en 2009, à l'époque à la ministre qui était Roselyne Bachelot, l'enquête qu'on nous avait demandé de réaliser avec mon équipe, j'étais pas seul, on était toute une équipe, a proposé d'investiguer différentes formes de violences sexuelles en considérant les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles au regard de la loi. Agression, c'est-à-dire attouchement allant à l'encontre du consentement des victimes ou viol. Atteinte sexuelle, c'est-à-dire attouchement pas nécessairement basé sur une absence de consentement parce que lié
à ce qu'on appelle un processus de grooming qui correspond à une sorte de mise en confiance progressive des victimes victimes qui ne le sont pas encore et qui, du fait de cette mise en confiance, ne vont pas véritablement se rendre compte de ce qui leur arrive lorsque l'auteur franchit la ligne rouge. Et puis, d'autres comportements sexuels, on va les appeler comportements sexuels non désirés, qui ont été regroupés derrière l'appellation peut-être impropre de harcèlement, que sont des comportements d'humiliation, brimade, chantage, et puis l'exposition à des situations d'exhibitionnisme ou de voyeurisme. Si on prend bien les précautions méthodologiques nécessaires pour évaluer la diversité de ces agissements, on obtient à peu près les mêmes résultats qu'ont pu obtenir d'autres chercheurs. Il y a une étude sortie en Belgique sur 4000 sportifs, c'est la plus grosse étude récente à ce jour. On obtient 17%. Le taux d'exposition de l'étude française est similaire à cette étude belge, 17%. Avec des victimes qui, donc quand même 17%, c'est pas rien, qui sont pour la moitié des victimes qui déclarent avoir déjà été exposées à des situations d'exhibitionnisme, de voyeurisme, pour un tiers à des situations d'atteinte sexuelle, des humiliations et brimades, des agressions sexuelles, et près de la moitié qui ont déjà subi plusieurs de ces formes de violence. L'un des grands enseignements de ce rapport, c'est qu'il n'y a aucun contexte type de survenue de ces violences. Ça peut être à l'entraînement, en déplacement, en stage, lors d'une compétition, d'une fête, d'un bizutage. Je rappelle que bien évidemment, comme le disent certains dirigeants sportifs, le bizutage n'existe pas, tout du moins chez eux. Mais c'est bizarre, dans toutes les autres structures, on a toujours des sportifs pour nous dire que oui, le bizutage, ça existe et qu'ils subissent des trucs qui rentrent clairement dans le cadre de pratiques de bizutage qui sont dissimulés. Diversité des lieux également, que ce soit dans les vestiaires, les chambres des protagonistes, à l'hôtel, dans des véhicules chez l'agresseur. Oui, les agresseurs attirent parfois les victimes à leur domicile. Un point très important à retenir et qu'il convient de considérer au regard des stratégies de prévention et de protection, les violences sexuelles en contexte sportif surviennent tout autant en contexte isolé qu'en contexte de groupe, c'est-à-dire, et ça peut paraître surprenant, voire effrayant, être en groupe ne protège pas, car vous pouvez être au sein d'un groupe qui va encourager la survenue de violences à votre rencontre, voire un groupe au sein duquel plusieurs personnes vont se liguer ou s'associer pour commettre des violences de façon conjointe à l'égard d'une personne. Et enfin, et c'est notamment ce qu'on retrouve et qui corrobore un peu ce que je présentais comme correspondant à la situation de Catherine Moyon-Debac, la majorité des violences sexuelles en contexte sportif, ce sont des violences dites horizontales. Horizontale, c'est-à-dire commise par des individus qui n'ont pas de relation hiérarchique ou de relation d'ascendance sur leurs victimes. Le plus souvent, ce sont des violences dites entre sportifs, des sportifs qui s'en prennent à d'autres sportifs. Et concrètement, si on regarde le type de violence dite verticale auquel on a à tort tendance à penser de façon privilégiée, à savoir les entraîneurs qui agressent des sportifs, on est sur des proportions qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 17% dans notre rapport, même si on peut se poser la question de savoir si ce 17% n'est pas un peu sous-estimé du fait des difficultés que les victimes peuvent avoir à divulguer ce type de violence. Il n'y a pas de profil type chez les victimes. Je vous ai présenté les photos de Catherine, d'Isabelle, de Sarah. Pour autant, il n'y a pas que les filles qui sont concernées, et monsieur Landry de la Dragesse le rappelait tout à l'heure, attention, ne négligeons pas les garçons. Oui, il y a des garçons qui sont victimes de violences sexuelles, de la même façon que si on pense que ce sont souvent des jeunes, des mineurs, eh bien non, il y a des majeurs également qui peuvent être exposés à des phénomènes de violence sexuelle, et bien évidemment dans toutes les disciplines. Et puis enfin un point sur lequel il faut absolument
revenir, c'est de penser que les victimes se taisent. Lors de l'enquête, on s'est rendu compte que 76% des victimes, donc ça fait 3 sur 4, avaient déjà parlé de ces violences subies à quelqu'un avant au moment où elles ont répondu à l'enquête. Donc les victimes parlent. Là où il y a quelque chose qui questionne, c'est que ces victimes qui parlent sont très nombreuses à parler à des adultes, puisque celles qui ont parlé ne sont que 14,8% à avoir parlé à des adultes. Le plus souvent, ils en parlent entre amis, au format confidence, ce qui du coup pose problème pour ce qui est d'accéder aux professionnels de prise en charge qui vont pouvoir procurer une aide significative. Donc, très souvent, on dit « oh là là, il faut libérer la parole des victimes ». Non, non, la parole, elle est libérée depuis longtemps. Alors certes, il y a des freins qu'il convient d'analyser, et ces freins sont souvent institutionnels et organisationnels. Mais la parole, elle est libérée depuis longtemps, et ce qu'il faut en fait, c'est déblayer un peu la parole, c'est un peu comme un ruisseau. Bon, maintenant, s'il y a des tas de sable, la parole, elle s'écoule peut-être dans une direction qui n'est pas celle des personnes qui souhaitent recevoir cette parole. Peut-être que la parole, elle part dans une autre direction. Donc, il faut peut-être balayer un peu pour que la parole s'oriente vers nous et que les victimes, en toute confiance, sachent identifier quelles sont les personnes auprès desquelles elles peuvent s'orienter pour s'assurer que leur parole soit bien reçue. Alors, dans un second temps, quelques éléments relatifs aux auteurs de violences. Un point pour lequel je peux vous présenter quelques éléments qui étaient inclus dans le rapport ministériel remis en 2009. On est sur, on va dire, des statistiques qui sont assez conformes aux études en victimologie, que ce soit dans d'autres domaines. On est globalement dans des proportions où dans 80% des cas, à minima, l'auteur est connu de la victime. Dans une grande majorité des cas, l'auteur est un homme. De la même façon, il ne faut pas négliger que dans plus de 15% des cas, l'auteur des violences sexuelles ou les auteurs sont des femmes. Pour revenir un peu sur le détail que je vous donnais tout à l'heure sur les violences horizontales, verticales, puisque ça touche à la définition et aux caractéristiques de ce que sont les auteurs de violences. Donc, pour ce qui est... Alors, le total ne fait pas 100% de ce qui est présent sur la diapo, mais c'était pour faire ressortir auprès de vous les catégories qui obtiennent les pourcentages sur lesquels il convient, selon moi, de porter une attention particulière. Donc, dans 55,8% des cas, violences commises entre athlètes, qui se déclinent en fait en 35,5% sportifs du même âge et 20,3% sportifs plus âgés. Donc, ça atteste vraiment du fait qu'on est vraiment dans des violences horizontales. Au niveau du personnel encadrant, alors les 17% dont je vous parlais tout à l'heure, décline en fait principalement sur les modalités que sont l'entraîneur à hauteur de 8-9%, personnel d'encadrement, dirigeant, un peu moins de 5%, personnel de type médecin, personnel médical, préparateur physique, mental, etc., 3 à 4%. Et enfin, une catégorie qui n'est pas à négliger, c'est qu'on découvre qu'il y a 8,7% d'auteurs de violences qui sont déclarés comme étant des auteurs non sportifs. C'est-à-dire qu'il y a dans le milieu sportif ou dans l'environnement des sportifs un certain nombre d'individus non sportifs qui gravitent dans ce milieu, qui profitent. Alors, on dit souvent que le milieu sportif, c'est un milieu un peu fermé, avec ses propres lieux, ses propres structures. Bien, malgré tout, ce milieu est quand même suffisamment ouvert, en tout cas, pour que certaines personnes puissent infiltrer le milieu, parce que ce sont des amis, ce sont de bonnes connaissances de personnes qui font partie du milieu sportif et qui
ouvre les portes des lieux d'entraînement, des lieux de vie à des personnes qui n'ont peut-être pas leur place ici et qui, pour certaines, sont auteurs de violences. Un autre point, ou en tout cas une autre source à partir de laquelle on a des éléments d'information sur les auteurs de violences, ce sont les éléments issus du rapport de l'équipe de journalistes Disclose, qui est un rapport plus récent que celui que j'avais pu coordonner. Là, il a un peu plus de le travail de l'équipe Disclose, 5 ans environ, un petit peu plus, qui avait travaillé donc à partir de 77 affaires qui avaient été médiatisées de façon, on va dire, assez large ou de façon assez réduite dans des journaux pour analyser un peu ce qui se passait et en tout cas identifier ce qui permettait d'expliquer la forte tendance à la récidive de certains auteurs au sein du milieu sportif. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré, et les résultats sont quand même assez édifiants, que dans 77% des cas, les auteurs de violences sont en poste au sein des structures sportives, en tant qu'encadrant, alors bénévole, parfois salarié, donc en poste au sein de structures sportives, malgré la mise en place d'une procédure judiciaire à leur encontre, ou malgré une condamnation préalable. Alors attention, condamnation préalable, c'est vrai que c'est toujours délicat, parce que on va dire, quand quelqu'un est condamné, il purge sa peine, est-ce qu'il doit traîner sa peine purgée jusque la fin de sa carrière? Bon, tout dépend s'il y a eu des éléments laissant indiquer que sa présence auprès d'un jeune public n'était peut-être pas souhaitée. Mais bon, quand même, dans 3/4 des cas, les auteurs de violences sont en poste là où ils n'auraient pas forcément dû être si des précautions avaient été prises de la part des structures. Dans 47% des cas, donc dans un cas sur 2, l'auteur des violences est en situation de récidive. Il a déjà commis des violences par le passé. 23% des cas, donc dans un cas sur 4, on constate un défaut de signalement des faits aux autorités, donc c'est-à-dire qu'aucune autorité compétente ne se voit informée de ce qui se passe après que ça ait véritablement été constaté sur le terrain, soit par des observations, des constats, soit par des divulgations des personnes impliquées dans ces affaires. Dans 12% des cas, les signaux d'alerte transmis par les victimes aux instances sportives ont été ignorés par les instances sportives. Alors c'est vrai que ça paraît un peu inquiétant. Maintenant, j'ai envie de dire, attention, il faudrait surtout pas qu'on se serve de ces chiffres pour faire du bashing vis-à-vis des structures sportives qu'on présenterait comme incompétentes pour accompagner les victimes. Non, c'est surtout pas le type de propos que je souhaite tenir. Les enquêtes sur lesquelles l'équipe Disclose a bossé, ce sont des enquêtes qui, pour certaines, remontent à il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, à une époque où, clairement, en tant que dirigeant sportif ou en tant qu'encadrant, on n'avait jamais entendu parler de ces phénomènes de violence et que lorsque ça nous tombait dessus, on savait absolument pas comment gérer le truc et puis il fallait surtout pas en parler. On savait pas comment en parler. Donc c'est difficile de dire que dans ces 12% de cas, il y a forcément quelque chose de mal intentionné, de façon délibérée de la part des instances. Voilà, c'est la vigilance que j'ai envie d'avoir à la lecture de ce chiffre. Aujourd'hui, si c'était le cas, moi, ça m'intéresserait de voir aujourd'hui, sur les dernières années, si on a toujours ça. Pour le coup, on peut se dire qu'aujourd'hui, les structures sportives et les dirigeants sportifs sont maintenant censés être un peu plus sensibilisés pour ne pas laisser ignorer des signaux transmis par des victimes. Enfin, dans 23% des cas, et je vais avoir la même précaution quant à la lecture de ce chiffre, choix des instances de soutenir l'auteur désigné. Une victime parle, quelle est la réaction du club ou de l'instance sportive? On va soutenir l'auteur. Alors attention, tout dépend de ce qu'on voulu mettre. Peut-être que l'équipe Disclose a regroupé plusieurs choses derrière soutenir l'auteur. Soutenir l'auteur, ça peut aussi être de la part du club. Mince, comment on gère ce cas-là?
la victime, on va la protéger. Bon, il vaut mieux qu'elle soit pas exposée effectivement au reste du groupe. Ça sera peut-être difficile pour elle, surtout pas l'auteur qu'elle désigne. Mais pour l'instant, l'enquête n'a pas eu lieu, donc on peut pas encore le considérer comme coupable, etc. Et si c'est l'entraîneur, ben comment je fais moi au niveau du club pour me passer de cet entraîneur? Donc bon, ben en attendant, je vais maintenir cet entraîneur qui est désigné comme auteur à ses fonctions, et puis on verra comment l'enquête avance. Soutenir l'auteur désigné, ça peut aussi correspondre à ce cas de figure qui est pas forcément évident pour les instances sportives, qui parfois s'avèrent un peu démunies. Toujours est-il que les victimes perçoivent ce type de décision comme étant un soutien envers l'auteur au détriment du soutien qu'elles espèrent obtenir. Tout ça, ce sont des choses qu'il est important d'avoir en tête pour mener les réflexions au sein des structures sur quelles procédures mettre en place lorsqu'on a affaire à ce genre de situation de crise. Bon, tout ça pour dire que entre ce qu'on a observé dans le rapport ministériel recueilli et puis ce qu'ont pu recueillir également l'équipe Disclose, on voit qu'il y a quand même une diversité des modes d'action des auteurs de violences, et puis des rôles, du statut que ces auteurs de violences peuvent avoir au sein des structures, ou du statut qu'ils peuvent avoir par rapport aux victimes. Et ces différents éléments, c'est les éléments à partir desquels on a travaillé. Enfin, en fait, dans un autre cadre, on m'a sollicité pour essayer de réfléchir à une terminologie, en tout cas pour proposer une terminologie des auteurs de violences. Alors, moi, pour tout vous dire, je suis pas très fan des terminologies, parce que établir des catégories, c'est un peu… parfois, je dis toujours, si on définit les catégories de façon très précise, on se met un peu des œillères, et puis ce qui rentre pas dans les catégories, ça passe un peu sous le radar. Bon. Donc j'évite de faire des terminologies, des catégories, pour être sûr de ne pas oublier un cas de figure possible. Mais d'une certaine façon, je me rends compte qu'auprès des acteurs de terrain qui sont sur les structures locales, qui veulent mener des actions, eh bien les profils, les terminologies, ça les aide quand même à y voir plus clair, et en tout cas à se rendre compte qu'il y a des profils auxquels ils n'auraient jamais pensé. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fini par faire ce travail, alors là qui a été soumis pour publication. Ça fait un petit moment que j'attends que la publication sorte, mais bon, j'ai bon espoir que ça sorte bientôt. En tout cas, la terminologie qu'on a proposée, qui repose sur 5 profils d'auteurs, c'est à travailler, c'est pas forcément définitif. Elle part du constat que certains profils d'auteurs de violences sexuelles dans le sport, certains de ces profils d'auteurs correspondent aux représentations qu'on se fait de ces auteurs. C'est ce que j'expliquais pour les cas de Sarah et de Sarah Abitbol et d'Isabelle de Mongeau. Mais pour certains auteurs de violence, en fait, non, ils ne correspondent pas au profil, aux représentations qu'on se fait. Donc, il y a des profils d'auteurs qu'on va pouvoir considérer comme typiques, auxquels on pense classiquement, et puis des profils d'auteurs un peu plus atypiques, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Mais que si on creuse bien et qu'on analyse un peu ce qu'ont pu être un certain nombre d'affaires qu'on a connues sur les dernières années, on voit que c'est un profil un peu spécifique, d'où la proposition en 5 profils, 2 profils typiques, auteur malveillant, prédateur nomade, et 3 profils atypiques, auteur négligent, prédateur de confiance et auteur dit sous auto-emprise. Je vais aborder avec vous ces différents profils pour qu'on puisse avoir un mode de repérage, et puis qu'on puisse identifier quelles sont les stratégies d'intervention, action, formation, sensibilisation, qui vont pouvoir correspondre à chacun de ces 5 profils. Alors, commençons avec le premier profil typique, l'auteur. Alors, malveillant, c'est difficile de trouver des termes, des adjectifs qualificatifs qui soient véritablement adaptés. Bon, en gros, pour résumer, on va dire le statut de cet auteur, ça peut être un autre sportif, ou ça peut être un adulte ascendant, un adulte qui a une autorité hiérarchique sur la victime. Son mode opératoire, ça va être principalement des atteintes sexuelles ou des agressions, préméditées ou non.
qui vont avoir tendance à se passer dans un contexte isolé, parce qu'on se rend compte que pour certains de ces auteurs, notamment, ce contexte isolé est l'un des éléments qui va favoriser et précipiter la perte de contrôle des impulsions qui va être à l'origine du passage à l'acte. Ce qui fait que le caractère impulsif du passage à l'acte de ces auteurs, il est présent. Et comme c'est impulsif, d'une certaine façon, c'est aussi ce caractère impulsif qui favorise le fait que l'agissement soit unique, parce que plus c'est impulsif, eh bien plus pour la victime ça va faire effraction, plus ça va faire violence sur le plan psychologique, et plus la brutalité de ce passage à l'acte va aider la victime à se rendre compte qu'elle subit quelque chose qui n'est pas normal, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a un processus de mise en confiance progressif. Donc ce caractère impulsif du mode opératoire de ces auteurs, d'une certaine façon, il va aider la victime à dénoncer un peu plus que les victimes qui vont subir les agissements d'autres auteurs. Si on s'intéresse aux cognitions de ce type d'auteurs, on peut faire l'hypothèse que le fait que ces passages à l'acte surviennent en contexte isolé laisse penser qu'il a connaissance du caractère délictueux des faits, ce qui confère une forme d'intentionnalité et de malveillance aux agissements de cet auteur. On peut faire l'hypothèse qu'il y ait une absence de culpabilité au moment des faits, ce qui n'empêche pas une culpabilité ultérieure possible. Deuxième profil typique, ce qu'on appelle le prédateur nomade, qui a été largement détaillé dans l'enquête disclose. En général, c'est un adulte ascendant, un dirigeant, un entraîneur, quelqu'un qui a un rôle de pouvoir sur les victimes. C'est généralement un auteur qui s'organise de façon à pouvoir répéter ses agissements de façon régulière, parfois même sur une longue période. Généralement, ces agissements ont lieu en contexte isolé, ils sont dissimulés pour qu'ils soient tus et qu'ils ne soient pas connus d'un certain nombre de personnes. Et bien souvent, si ce prédateur réussit à réaliser des agissements sur plusieurs personnes, voire sur une longue période, c'est que il met en confiance ses victimes. Et là, je dirais que c'est une forme de grooming un peu spécifique, qui est principalement basée, une forme de justification qui est que lorsqu'il y a des agissements à caractère sexuel qui surviennent entre ce prédateur et, par exemple, des jeunes sportifs, eh bien, ce prédateur va les mettre en confiance en leur montrant que c'est tout naturel. Si c'est spontané comme ça, c'est que c'est normal de pouvoir partager ce type de comportement sexuel entre nous, que ce soit le fait de s'exhiber, le fait d'avoir des comportements de voyeurisme, et pourquoi pas de se livrer à des atteintes, voire des agressions sexuelles. J'ai souvenir dans un reportage qui avait été diffusé sur la chaîne, c'était sur la chaîne RMC Story, pour ceux que ça intéresse, j'ai pu partager une partie de ce reportage sur mon site web. Donc vous aurez l'adresse à la fin du diaporama, donc sur cette présentation. Un entraîneur qui avait amené des jeunes sportifs chez eux pour jouer aux jeux vidéo, et puis on va sur Internet, et puis on regarde des contenus sexuels, et puis on fait en sorte que les jeunes s'excitent, et on incite à ce qu'ils s'adonnent à des agissements les uns sur les autres, ce qui donne la possibilité à ce prédateur de participer à leur jeu sexuel. Donc, vous voyez tout le côté sordide et pervers de ces agissements. Donc, sordide et pervers, et en tout cas, il y a quelque chose de véritablement intentionnel. On a, de la part de ces prédateurs, une exploitation du milieu sportif comme facilitant l'accès à la nudité et permettant des relations avec des jeunes proies sous couvert de relations amicales. Prédateur nomade parce que généralement il va trop loin et que bien souvent il y a des suspicions ou que les gens commencent à parler ou à voir des choses. Et donc le nomadisme de ces prédateurs fait qu'ils vont passer de club en club, parce que généralement ce qui se passe, ou ce qui se passait jusqu'à présent, j'ai envie de penser que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que
il y a de grosses suspicions, mais il n'y a jamais de preuves. Donc, le dirigeant du club ou le responsable local voit, s'il s'agit d'un entraîneur, il va le voir et lui dit, bon, il y a des choses pas claires, donc tu comprendras que, bon, là, on est au mois de mai, on va pas renouveler ton contrat. Hein. Et puis, et d'ailleurs, on préfère que tu restes pas chez nous, donc tu as plutôt intérêt à partir, parce que si tu restes là, on a peut-être suffisamment de choses pour aller chez les flics. Donc, sois heureux qu'on ne porte pas plainte. Ça, c'est ce qu'ont fait beaucoup de personnes pendant des années. Ben, peut-être à tort, c'est dommage parce que, encore une fois, ces prédateurs sont passés un peu sous les radars. Et comme il n'y avait pas de plainte, eh bien, ils disparaissaient et puis ils réapparaissaient, parfois 50 km plus loin, parfois 700 km plus loin, et ils recommençaient la même chose. Voilà. Bon. De toute façon, là, chez ces individus, là, il y a une véritable connaissance du caractère délictueux des faits et une absence totale de culpabilité, hein, du fait de ce qu'on peut supposer comme étant une structure de personnalité perverse chez ces individus. Parlons des profils plus atypiques. On a l'auteur qu'on va qualifier de négligent. Ce sont souvent d'autres sportifs, ces auteurs de violence, parfois un adulte immature ou peu professionnel, qui va passer à l'acte principalement dans des contextes spécifiques tels que des bizutages ou des agissements en contexte collectif sous l'effet de la dynamique du groupe pour s'adonner à des brimades, des humiliations à l'égard de quelqu'un et sans avoir la moindre considération vis-à-vis du non-consentement de la personne qui ne souhaite pas subir ça, mais qui va se retrouver forcée du fait du groupe. Cet auteur négligent ne mesure absolument pas, généralement, le caractère répréhensible des agissements faute d'éducation, faute de capacité de décentration vis-à-vis de ce que peuvent être les cognitions de la victime, et également à cause des normes sociales qui sont en vigueur dans le groupe, parce que parfois certains groupes vont perpétuer des traditions, des agissements et valoriser certains agissements là où, dans n'importe quel autre groupe, ça serait totalement aberrant, répréhensible. Mais des fois, dans certains groupes, on tolère des choses. Et généralement, tant qu'il n'y a pas intervention d'une personne un peu extérieure au groupe, il n'y a pas de culpabilité possible. Il y a besoin qu'il y ait une personne extérieure qui intervienne, et c'est ça qui va permettre de questionner les comportements ou clairement recadrer les agissements. Quatrième profil, le prédateur de confiance. On a ici affaire à un adulte, je m'excuse, ça fait très listing et puis le rythme est peut-être un petit peu soutenu, mais vous pourrez retrouver ces éléments de façon partagée, notamment du fait de l'enregistrement de cette session. Donc, ce prédateur de confiance adulte ascendant, dont le mode opératoire va principalement être la mise en place d'un climat ambigu avec la future victime via un processus de grooming qui va favoriser la perte des repères. Et là, en fait, on a un auteur de violence qui va être au-dessus de tout soupçon parce qu'il va être parfait. Il va tellement bien dire à tout le monde à quel point il s'occupe bien de ses sportifs, de ses sportives et notamment de la victime, que on va en être convaincu, on va lui faire confiance, même auprès de la victime, il va lui dire régulièrement que c'est pour son bien et que la victime a de la chance, qu'il s'occupe bien, si bien d'elle. D'ailleurs, en général, il n'est pas rare de voir que des comportements chez ce type d'auteur, des comportements de proximité lorsqu'il y a des relations sexuelles qui s'étalent sur une longue période, des viols, des attouchements contraints, etc., envers la victime, dans un contexte, entre guillemets, présenté comme privilégié pour que la victime se laisse faire, sont souvent des auteurs qui, au moment de l'entraînement, ne vont pas hésiter à humilier la victime, à lui dire « allez, bouge-toi », à tenir des propos humiliants, comme ça, pour que tout le monde constate bien que cet auteur, il malmène un peu la victime et qu'on peut pas, mais pour son bien, pour qu'elle se dépasse, pour ses performances, et qu'on peut pas imaginer qu'il y ait d'autres types d'agissements nocifs. Donc c'est un prédateur qui va souvent faire du chantage, qui va pas hésiter à présenter les violences qu'il commet comme étant totalement normales ou comme étant un privilège pour la victime. Et puis, à partir du moment où l'emprise est installée, eh bien là, on va avoir une
une répétition des agissements. Le plus souvent, l'entourage de la victime est aussi, sous l'emprise de ce prédateur de confiance. En tout cas, je vais donner l'exemple des parents. Ils vont faire totalement confiance à cet auteur. Les parents vont être persuadés, effectivement, que cet auteur s'occupe pour le mieux du jeune sportif ou de la jeune sportive. Et bien évidemment, il est hors de question de remettre en cause ces méthodes. Pour caricaturer, là, si on avait affaire à un entraîneur, c'est le genre d'entraîneur qui abuse de certains sportifs ou sportives et que les parents vont inviter à l'apéro tellement ils se disent qu'ils ont envie d'avoir de bonnes relations avec cet entraîneur qui va transformer leur enfant en champion. Et c'est là qu'on voit le côté sordide pour ce qui est du vécu de la victime. Du point de vue des cognitions, là encore, on a un mode opératoire qui atteste de la connaissance du caractère délictueux des faits, préméditation des faits et absence de culpabilité. Et puis, le dernier profil, alors moi, je le trouve très intéressant et à ne surtout pas négliger en vue de la bonne formation des encadrants sportifs. Ce que j'appelle l'auteur sous auto-emprise. Alors, c'est un peu particulier à définir, Là, on va avoir affaire, on va dire, à un adulte ascendant, en tout cas qui a une relation d'ascendance. On ne peut pas exclure non plus le fait que ça puisse être un autre sportif. Et ce mode opératoire, alors, on va dire que cet auteur, il va être sous l'emprise d'une forme pathologique d'admiration qu'il va avoir envers le sportif qui l'encadre. C'est pour ça que ça peut être un entraîneur, un dirigeant, un coach, autre, etc. Mais en fait, c'est comme si ce coach, cet encadrant, il allait totalement perdre ses repères et il va tellement se dire « Oh là là, mais là, j'ai en face de moi le sportif ou la sportive que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je vais pouvoir amener au plus haut niveau et je vais tout lui donner. Je vais tout sacrifier et ce qu'il ne ferait pas forcément avec tous les autres sportifs qui l'encadrent. Et c'est là qu'il va sortir d'un certain cadre professionnel et qui ne va plus être égalitaire avec les autres sportifs qui l'encadrent, mais il va progressivement laisser s'installer une forme pathologique d'admiration. Donc l'auteur, il est sous l'emprise de lui-même. La victime, qui ne l'est pas encore, ne fait rien pour ça, elle a du talent. Mais l'auteur, lui, va vriller en quelque sorte et il va progressivement tomber sous l'auto-emprise de l'admiration qu'il a envers cette personne. Et dans le cadre de cette auto-emprise et de cette forme pathologique d'admiration, eh bien, les atteintes et les agressions sexuelles, elles vont, pour l'auteur, avoir pour fonction de constituer un peu le paroxysme quant à la façon de pousser la relation de proximité à son maximum. Bien souvent, cet auteur va vouloir que ça reste secret parce qu'il ne veut pas que ça se sache qu'il s'occupe, selon lui, mieux de ce sportif ou de cette sportive que les autres. Donc, ça donne un caractère secret à la relation et ce qui limite les possibilités de divulgation. Du point de vue des cognitions, c'est là que moi, d'un point de vue psychologique, je suis assez fasciné. Attention, quand je dis fasciné, c'est dans le sens, ça me questionne beaucoup. J'ai du mal à comprendre comment ça se met en place. Je n'ai pas véritablement d'explication permettant de dire à des entraîneurs comment on peut parfois se retrouver dans une situation d'admiration pathologique comme ça. On n'a pas d'explication. C'est très particulier. Toujours est-il que, alors, on ne peut pas exclure que cet auteur ait une connaissance du caractère délictueux des faits. Bien souvent, lorsque ce type d'auteur va être amené à expliquer ce qui s'est passé, il dit oui, mais on avait une relation vraiment spéciale, donc il y a une forme de justification comme ça. C'est une exception. Voilà. Il y a des cognitions centrées sur la transgression des interdits. Et d'une certaine façon, ces justifications amènent une certaine forme de minimisation qui amène bien souvent à réduire la culpabilité qui va pouvoir être ressentie par ces auteurs. Un exemple de ce type d'auteur sous auto-emprise, vous pouvez le voir. Alors, c'est difficile d'ailleurs de dire si on a affaire exactement à ça, mais je donne l'exemple du film de Charlène Favier, Slalom, qui est une fiction, qui propose de décrire la relation d'un entraîneur dans le domaine du ski à une jeune sportive. Tout au long du film, en fait, on se pose la question de savoir
est-ce que cet auteur, il est délibérément malveillant? Est-ce qu'il veut du mal à cette victime? Ou est-ce qu'il est pathologique et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait? Ça questionne beaucoup, hein. C'est difficile de travailler ces cas-là parce que, pour tout vous dire, moi, en présentant ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé de me prendre des remarques, on va dire, assez acerbes sur le fait que, oui, j'étais prêt à excuser que certains auteurs ou que certains entraîneurs se comportent comme ça par rapport à certains sportifs. Non, non, pas du tout. Ce n'est absolument pas le sens du propos. Moi, ce que je dis, c'est que parfois, il y a chez certains entraîneurs, pour des raisons qu'on n'arrive pas à expliquer, une forme pathologique d'admiration qui se met en place et qui les amène à transgresser leur cadre d'exercice professionnel et à commettre des violences sexuelles. Ça existe. Si on refuse de considérer que ça existe, on se met des œillères et ça veut dire qu'on est moins bon lorsqu'il s'agit de faire de la formation professionnelle. Alors justement, pour essayer de penser les actions et la façon dont elles vont pouvoir être adaptées aux différents profils. Alors, en bleu, les deux profils typiques, auteur malveillant, prédateur nomade. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas la question que je pose, c'est que c'est peut-être des profils d'auteurs qui ont vocation à disparaître progressivement, vu que maintenant, ça fait quand même, on va dire, une petite dizaine d'années qu'on a beaucoup progressé quant à la façon de faire et procurer une meilleure éducation sur le sujet, de mettre en place des mesures de protection au niveau des structures, et puis tout simplement par l'évolution et le regard que la société porte sur ces questions. Donc, bon, d'une certaine façon, en tout cas, cette évolution sociétale va permettre de mieux cadrer, détecter et identifier ces deux profils d'auteurs. Pour le coup, pour les trois profils atypiques, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Pour ce qui est de l'auteur négligent, ça nécessite de renforcer toutes les actions de sensibilisation sur la réalité de ce qu'est la nature des agressions et des violences sexuelles et les responsabilités de chacun. Dans le cadre d'un bizutage, non, on ne fait pas n'importe quoi ou sous l'effet du groupe et on ne peut pas se dédouaner du fait que mais c'est le groupe. Donc il faut, là c'est l'éducation des sportifs entre eux qui va permettre de réduire les agissements de ces auteurs négligents. Pour ce qui est des prédateurs de confiance, ça nécessite de mon point de vue davantage de sensibilisation à destination de l'entourage des sportifs, que ce soit les dirigeants, les structures qui accueillent ces encadrants, mais également des actions à destination de la famille pour les sensibiliser au fait que on ne peut peut-être pas toujours faire une délégation totale de l'autorité parentale qui est la nôtre à l'égard des dirigeants sportifs ou encadrants sportifs auxquels on confie nos enfants. Je suis pas là pour dire qu'il faut être dans la parano totale, mais un peu de vigilance, en étant préoccupé de façon saine, ça a vocation également à protéger. Et puis pour ce qui est de l'auteur sous auto-emprise, la solution, si on veut régler le problème, comme je vous disais, je ne sais pas d'où ça vient et je ne sais pas l'expliquer, mais je pense que si on formait mieux les entraîneurs, les encadrants, ou en tout cas si, dans le cadre de leur formation, on les sensibilisait, on les formait au fait que c'est un problème qu'on peut peut-être parfois rencontrer dans le cadre de sa carrière. On ne sait pas si ça va survenir, on ne sait pas comment, mais ça peut arriver. Le fait qu'on sache que ça peut arriver, déjà on est un peu plus attentif. On se questionne. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je ne favorise pas ce sportif ou cette sportive par rapport à d'autres? Bon, vous voyez, tout un questionnement qui fait que on peut aider les professionnels de l'encadrement sportif à questionner régulièrement leurs actions, leurs méthodes professionnelles, en, par exemple, mettant en place des groupes de supervision ou de partage des pratiques. On arrive enfin à la troisième partie de mon intervention sur ce que peuvent être les difficultés liées à la mise en place des actions et notamment les difficultés institutionnelles, ne serait-ce que pour faire un point de ce que sont ces difficultés et voir comment les contourner. Le premier point, c'est celui lié à la diversité des publics à former.
On a formé des salariés, des encadrants, qu'ils soient salariés ou bénévoles. On a formé des dirigeants, on a formé des sportifs, hein, ces usagers, je le rappelle. Hein, ne négligeons pas les garçons, parce que l'éducation des garçons est indispensable pour que les filles soient moins victimes, mais l'éducation de tous aussi au fait que les victimes puissent être garçons et filles doit permettre de faire en sorte qu'on ne néglige pas certains types de victimes. Et puis, il faut sensibiliser l'entourage. Bon, l'important, c'est que si on veut être efficace, il faut déterminer dans un premier temps quel va être le public cible. On veut mettre en place une action, ok, c'est quoi le public cible? Et déjà, on définit ça, et une fois qu'on a défini le public, c'est là qu'on déterminera la forme et le contenu des interventions. Ça peut paraître bête, mais c'est une étape indispensable. Et j'ai envie de rappeler, comment dire, peut-être pour lever une certaine soupape, parce que des fois on se met un peu la pression, on veut bien agir, on veut tout faire, et puis on se dit non mais j'arriverai pas à tout faire, et puis ce que je vais faire c'est pas bien, donc je préfère rien faire. Bon, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas former ou sensibiliser toutes ces personnes à la fois. Et parfois ça prend du temps. Donc si dans un club ou une structure vous dites on peut pas tout faire, cette année on va faire une action à destination, j'en sais rien, de l'entourage. Et puis là, on n'a pas les ressources pour mettre en place une formation pour les encadrants. Ça sera l'année prochaine. Très bien. Ça montre que vous avez une visée claire, des objectifs, une planification des actions. Et voilà, c'est très bien. Hein. Et puis, il faut aussi être au clair sur le fait qu'au sein d'une structure, on peut avoir les compétences pour réaliser des actions qui vont atteindre certaines cibles, mais que pour d'autres cibles, on n'a pas les compétences en local et qu'on a besoin d'une aide extérieure. Donc, il faut savoir trouver. Donc, vous voyez, il faut identifier les compétences en interne pour être en mesure de dire ça, une action pour cette cible-là, ça, on peut le faire assez facilement, assez rapidement. Ça, c'est plus compliqué, ça nécessite de solliciter des professionnels extérieurs, on va le planifier, peut-être le budgéter, etc. Bon. Pour ce qui est des difficultés liées à la formation des personnels qui sont au sein des structures, on fait souvent remonter un point concernant c'est bien, on a des personnels qui adhèrent, mais d'une certaine façon, le taux de participation des personnels à ces actions, il n'est pas toujours très, très élevé. On a, et puis, quand on a des séminaires interrégionaux ou nationaux, on retrouve un peu tout le temps les mêmes personnes qui vont finir par être hyper formées, mais il y a des personnes qui n'ont jamais participé à tout ça. Bon. Alors, c'est clair que du point de vue des structures, que ce soit à un niveau local, intermédiaire ou plus national, c'est important de se donner les moyens d'identifier les personnels qui ont été formés et qui ont pris part à des actions de formation ou de sensibilisation. Pourquoi ? Parce que déjà, dans un premier temps, c'est ce qui permet de mettre en place des pratiques dites incitatives. Par exemple, délivrer des attestations, délivrer des certifications en expliquant à ces professionnels comment ils vont pouvoir les valoriser dans leur carrière. Il n'y a pas besoin d'une formation de 50 heures sur les violences. Le fait d'assister à une demi-journée abordant telle ou telle thématique, c'est, on va dire, un certificat ou une attestation supplémentaire dont pourra disposer ce professionnel sportif comme garantissant du fait qu'il s'intéresse à la thématique ou qu'il souhaite se former à la thématique. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais il faut aider tous ces professionnels qui se forment à valoriser, lister, référencer les conférences auxquelles ils assistent et puis les connaissances qu'ils peuvent en retirer. Voilà. Ça, dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, si on a une bonne connaissance des personnes qui ont fait la démarche de se former pour X ou Y raison, c'est là qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, j'ai mis entre guillemets le terme restrictif. Je ne savais pas quel terme utiliser, mais l'idée, c'est pas d'être dans le répressif. C'est attention, si vous n'êtes pas formé, on interdit ça ou vous n'avez plus droit à ça. Et tout. Encore que dans certains pays, il y a certains, par exemple,
certaines fédérations disent à leur club, attention, si vous n'avez pas mis en place un minimum de formation ou d'action, etc., on vous autorisera pas ensuite à faire ça, ou on réduit le budget, ou alors le budget enveloppe supplémentaire se répartit uniquement sur les clubs qui mettent en place des actions. Donc, en tout cas, on peut réfléchir aussi à amener les clubs et les structures à, ce qu'elles pourraient avoir à perdre lié au fait de ne pas se former. Et puis, plus simplement, quels sont les risques qui sont démultipliés pour les sportifs si les personnels de ces structures ne sont pas formés. Et puis se pose également la question de la pérennisation des actions. Alors c'est sûr qu'il faut essayer d'avoir pu penser un plan de formation avec différents contenus qui vont évoluer d'une année sur l'autre, surtout si on s'adresse au même personnel. Et puis quelque chose à quoi on ne pense pas forcément, c'est que au sein de certaines structures, quand on a des personnes qui ont assisté à des formations l'année d'avant ou qui se sont formées à telle ou telle chose, pensez à les impliquer. Ils ont des connaissances maintenant. Donc, faites-les participer. C'est important parce que la réalité, c'est que on fait souvent reposer au sein des structures les actions de sensibilisation sur cette thématique sur une ou deux personnes. Et puis, quand ces personnes partent, mutation, retraite ou autre changement de carrière, mince, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus personne et on se retrouve totalement démunis. Donc pensez à faire en sorte d'impliquer ceux qui commencent à avoir des connaissances pour qu'ils montent en compétences et qu'ils puissent ensuite prendre des responsabilités. C'est tout simple, mais parfois on l'oublie. Un point très important selon moi sur la gestion des situations de crise. Concrètement, vous êtes dirigeant de club et bim, déflagration, il y a une affaire qui vient d'éclater chez vous. Quand je dis de club, ça peut être de fédération, hein. Ça peut être à tous les niveaux ou de ligue, voilà. Bon, pour dire les choses clairement, si vous n'avez pas défini la procédure de gestion de crise avant que cette crise éclate, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça n'est pas à chaud qu'on décide de ce que vont être les étapes par lesquelles on va passer pour régler le problème. Ça doit se penser au préalable, ça doit se penser à froid. Donc, cette procédure de gestion de crise, elle doit amener les dirigeants, pourquoi pas des représentants autour de la table pour définir ensemble une procédure qui va lister les étapes par lesquelles quelles sont les procédures qu'on va faire. Il faut d'abord, dans un premier temps, faire ça, signaler ça, ensuite faire remonter ça à telle personne, ensuite protéger comme ça, etc. Qui fait quoi, à quel niveau de l'une ou l'autre de ces étapes. C'est très important que ce soit défini. Pourquoi? Comme ça, lorsque la crise survient, vous verrez que c'est beaucoup plus confortable pour les dirigeants ou pour la personne qui va être en situation de devoir gérer la crise. Parce que je vais prendre deux exemples. Un premier à un niveau très local, petit club où l'entraîneur est un bénévole, un ami qui est là depuis 10 ans. Et puis d'ailleurs, c'est le père ou c'est l'oncle d'un des joueurs et il est bien sympa d'être bénévole depuis si longtemps et puis on s'entend bien et puis d'ailleurs on prend l'apéro ensemble le week-end et bim, au bout de 10 ans, je découvre qu'il est suspecté d'avoir commis des attouchements pendant plusieurs années. C'est mon ami. Comment je gère cette situation? Si la procédure de gestion de crise n'est pas définie en amont, vous êtes en difficulté parce que vous allez avoir un conflit de loyauté. Vous allez dire, je peux pas faire ça à mon ami. Si la procédure est votée en amont, vous pouvez vous protéger en disant, je fais ce qu'on a convenu qu'il conviendrait de faire, quelle que soit la situation. Là, ça touche quelqu'un, ça implique, ça désigne comme auteur quelqu'un que je pensais être quelqu'un de bien. Voilà ce que je dois faire pour garder la tête froide. Autre exemple, non pas à un niveau local, à un niveau beaucoup plus national,
Imaginez, vous êtes président ou membre de la direction d'une fédération au sein de laquelle il y a une sorte de déflagration. Situation totalement fictive, hein, pouvant éventuellement s'inspirer de situations qu'on aurait pu connaître, mais bon, voilà. Comment vous faites pour gérer le harcèlement de toutes les ligues régionales qui vous demandent des comptes, ou pour gérer le harcèlement des journalistes qui vous demandent pourquoi vous faites comme ça et pourquoi vous n'avez pas fait autrement et pourquoi vous n'avez pas fait appel. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que c'est la procédure que nous avions décidé de suivre dans le cadre des instances dirigeantes de la fédération. Donc, nous avons appliqué les étapes que nous avions convenu de mettre en place. Alors, il est très important, donc vous voyez à quel point ça protège. Et c'est pour ça que je dis toujours, il est très important que cette procédure, elle soit actée, elle soit votée. Alors, ça n'est pas quelque chose qui nécessairement a vocation à faire partie des statuts des associations ou organisations sportives, mais selon moi, c'est un contenu qui doit faire l'objet d'une inscription au sein du règlement intérieur de l'organisation sportive. Une fois que c'est dans le règlement intérieur, ça fait partie de ce qu'est le mode de vie de la structure et vous pouvez vous baser dessus. Alors, le rôle des fédérations pourra éventuellement être de réfléchir à une sorte de procédure, à une sorte de rédaction de cette procédure au règlement intérieur pour proposer une trame à l'ensemble des clubs qui pourront ensuite ajuster cette trame et l'inclure dans leur propre règlement intérieur. Après, ça peut se travailler à différents niveaux, mais à tous les niveaux, il faut que ce soit inscrit, voté, si vous voulez être bien protégé. Quelques points encore avant de terminer. Un point concernant les procédures de signalement, parce que forcément, qui dit gestion de crise, bien souvent, on se retrouve à devoir faire un signalement. On est souvent démunis par rapport à ça. Pour moi, faire une procédure de signalement, c'est une procédure qui doit, déjà avoir fait l'objet d'une prise de renseignements relatifs aux démarches à suivre. Concrètement, là encore, il ne faut pas attendre qu'on ait un signalement à faire pour chercher sur Internet la page sur laquelle se figurent des informations nous expliquant comment faire. Parce que là, encore une fois, on sera à chaud et on va se dire, oh là là, c'est compliqué, alors que non, vous voyez, Signal Sport, la procédure mise en place par le ministère et tout le travail qui est mené par la délégation ministérielle en charge de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, pilotée par Fabienne Bourdet. Il y a des éléments très clairs qui expliquent à quel niveau, qui doit signaler quoi. Allez sur le site du ministère, vous verrez, c'est assez simple. Pour moi, une procédure de signalement, c'est une procédure qui doit être considérée comme une compétence indispensable des dirigeants sportifs ou à minima de l'équipe dirigeante. On doit savoir faire ça. On doit savoir, quand on est dirigeant sportif, on doit savoir établir un budget, présenter les comptes de sa structure, faire un budget prévisionnel, c'est tout bête, c'est de la vie associative, ça nécessite des compétences. Moi, je considère que en tant que dirigeant sportif, on ne peut plus maintenant penser que ça n'est pas absolument utile d'avoir cette compétence-là. La métaphore que je donne toujours, c'est si on prend des statistiques dans d'autres domaines d'activité professionnelle, je vais donner l'exemple des conducteurs de train. Les statistiques, certes pas très réjouissantes, montrent que la probabilité quand même est que il y a une probabilité pour que les conducteurs de train se retrouvent en situation d'avoir un accident sur personne une fois dans leur carrière. Un individu qui va se jeter sur les rails au moment où leur train arrive. Statistiquement, ça arrive une fois dans la carrière des conducteurs de train. Pour certains, ça arrive un peu plus, et puis certains ont la chance que ça ne va jamais leur arriver. Moi, j'ai envie de dire aux dirigeants sportifs, si être dirigeant sportif est une activité professionnelle qui vous plaît, dans laquelle vous êtes engagé, dans laquelle vous pensez que vous allez consacrer plusieurs années et faire carrière, la probabilité pour que vous ayez un signalement pour violence sexuelle à faire
est très, très, très élevé. Donc, vous devez avoir cette compétence. Et j'aimerais qu'on mette les choses au clair sur le fait que non, faire un signalement en disant que dans ma structure, il y a un problème et il y a eu des violences, non, ça n'est pas l'aveu d'un dysfonctionnement organisationnel. Faire un signalement lorsqu'il y a une crise qui survient, il faut absolument qu'on considère le fait de faire un signalement comme étant une démarche permettant de valoriser les bonnes pratiques, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé dans mon club, dans ma structure, dans ma ligue, dans ma fédération. Je n'attends pas pour signaler et je prends toutes les mesures pour que les enquêtes nécessaires se mettent en place. Voilà, parce qu'il n'y a aucune autre alternative. Si ça se passe tout de suite, je réagis et je fais bien les choses. Et bien faire les choses, ça inclut de signaler. Fini l'époque où on se dit « Oh là là, il vaut mieux que je ne signale pas parce que ça peut nuire à mon avancement de carrière. On va considérer que je gère mal ma fédération. » Non, non, si vous faites un signalement pour dire qu'il y a des violences dans votre fédération, ça sera considéré comme le fait que vous êtes un bon gestionnaire de crise au sein de votre fédération et que lorsqu'il y a une crise qui survient, vous ne mettez pas le couvercle sur la marmite pour essayer de dissimuler les choses. Il faut qu'il y ait vraiment un changement de conception à ce niveau-là. Ce qui est de l'accompagnement des divulgations, on pourrait y consacrer beaucoup de temps. Je vais être assez évasif là parce que là, vous pourrez avoir d'autres formations à ce sujet, mais le mot d'ordre pour moi, c'est orienter vers des professionnels. Personnels médicaux, personnel psy, le recueil de la parole ne s'improvise pas. Alors, ça nous met parfois en situation délicate parce que parfois, on est un entraîneur qui se retrouve malgré lui, malgré nous, confronté à la divulgation d'un sportif qui dit voilà ce qui m'arrive. Bon, très vite orienté. Essayez de ne pas trop poser de questions pour ne pas trop obliger la victime à donner de détails, parce que plus on demande de donner de détails, plus ça fait violence, plus ça augmente les risques d'installation d'un psychotraumatisme ensuite. Donc là, la réponse adéquate, c'est ok, tu sais quoi, là, ce que tu me dis, je te crois direct, ou en tout cas, moi, là, sur la base de ce que tu me dis, je t'amène directement pour que tu puisses donner les détails à quelqu'un qui va te poser les bonnes questions et auprès de qui tu seras en sécurité pour dire tout ce que tu as à dire. Voilà. Soit en local, si on a les personnels qui ont ces compétences en local, soit tout de suite, on se tourne vers des organismes, des partenaires, des associations, des numéros d'écoute, etc. Et puis, lorsqu'il y a des divulgations, je rappelle l'importance, et ça à prendre en compte dans les procédures de gestion de crise, la nécessité de protéger tous les protagonistes impliqués, la victime, mais n'oublions pas de protéger les auteurs désignés. C'est indispensable parce qu'à partir du moment où il y a divulgation, il est nécessaire que les informations remontent pour que ensuite, vraisemblablement, des enquêteurs puissent venir faire des interventions pour recueillir la parole de plusieurs personnes, de plusieurs protagonistes. Donc, il faut absolument protéger tous les protagonistes. À l'heure actuelle, les possibilités de protection qu'on a, c'est vrai que dans les petits clubs, c'est assez limité. C'est souvent la mise à l'écart. Bon, on préfère dire, écoute, pour l'instant, ne viens pas. Si on fait ça, il faut que ça s'applique de la même façon à la victime et à l'auteur désigné pour qu'il y ait une égalité de traitement entre ces deux protagonistes. Et enfin, avant-dernière diapo, je me rends compte, je pensais que c'était la dernière. N'hésitez pas à réfléchir au sein de vos structures à une forme de labellisation, surtout si vous êtes des structures nationales. Il y a une nécessité, une importance d'accompagner les structures locales pour tout d'abord référencer les actions qui existent. On pense souvent que c'est difficile d'agir sur cette thématique parce qu'on ne sait pas comment faire et puis on ne sait pas quoi faire. Il y a plein de gens qui font des choses. Ce qu'il faut, c'est savoir qui a fait quoi pour savoir qui solliciter pour leur demander « Tiens, est-ce que je pourrais m'inspirer de tes outils ou est-ce que tu les mets à disposition et est-ce que je peux faire comme toi ou est-ce que tu peux m'aider ?» etc. C'est ça qui permet de faciliter la bonne appropriation et utilisation de la part des structures locales. Et puis, quand on parle de labellisation, il y a des structures qui réfléchissent à la définition d'objectifs ou de niveaux à atteindre
dans différents domaines. J'avais été sollicité il y a quelques années par un GDOS, un niveau départemental, qui me disait, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est au niveau des clubs, mettre un peu des standards en disant, si vous faites ça, de fait, vous avez le niveau bronze. Si vous mettez ça en plus, vous avez le niveau argent. Et puis, si vous mettez ça et ça et ça en plus, là, vous avez le niveau or. Par contre, s'il y a absence d'action dans ce domaine-là et là, vous n'êtes pas labellisé. Alors après, c'est quoi? Être labellisé, c'est aussi une garantie qu'on donne aux parents lorsque les parents se renseignent pour savoir dans quelle structure inscrire leur gamin. Et puis à terme, ça peut être, écoutez, vous les structures, vous voulez par exemple de l'argent pour organiser des formations, des choses comme ça. Les personnes qui sont engagées dans des dispositifs de formation, etc. Vous pouvez avoir des enveloppes plus importantes, sans oublier quand même que ça nécessite pour les structures qui sont pas labellisées de faire en sorte qu'elles puissent le devenir. Donc il faut aussi les accompagner comme ça. Mais en tout cas, j'avais trouvé cet exemple, cette réflexion de ce département en mode bronze, argent, or, très intéressant. Et c'est ça encore qui permettait d'être dans une politique incitative en matière de formation des personnels, de prévention des risques, en matière d'accompagnement des victimes, être plus incitatif que restrictif. Et pour terminer, enfin, je dis enfin parce que je me rends compte qu'à cette heure, c'est long d'assister à un exposé de 45 minutes ou 1 heure. Un point sur le rôle des référents liés à la mise en place de ces actions, que ces référents soient internes ou externes. Alors, en interne, on a eu, effectivement, sous l'impulsion de la ministre précédente et de la délégation ministérielle, la désignation de référents éthique, intégrité sportive au sein des clubs, qui sont les interlocuteurs sur tous ces phénomènes de violence avec la délégation ministérielle. Là, pour moi, au vu de la façon dont ça évolue et dont je vois la façon dont certains acteurs sportifs considèrent ces référents, j'ai envie de dire directement non, ces référents, ce ne sont pas au sein des structures les personnes qui doivent gérer toutes les actions. Ça ne doit pas reposer sur elles que de faire la formation, que de chercher les budgets, que de labelliser tel truc, que de référencer, que de s'occuper de la libération de la parole des sportives, etc. Non. Ces référents, il faut les considérer comme étant une personne ou des personnes qui vont être à l'interface des différents interlocuteurs. Vous avez une idée, vous souhaitez vous engager, vous souhaitez mettre en place des actions de formation ou de sensibilisation, ok, allez voir votre référent, le référent de la structure, il vous accompagnera, il vous aidera et il pourra vous laisser faire. C'est pas à lui de tout faire. Et c'est ce référent qui pourra s'assurer de la bonne diffusion des actions. Il pourra contacter les instances, le CNOSF, pour que aussi au niveau olympique et sportif, il y ait connaissance du fait que vous êtes en train de faire des choses et des bonnes choses. Ce référent pourra vous aider à valoriser les actions menées ensuite à organiser des journées, des présentations, etc. Donc, ne faites pas tout reposer sur ces référents. Une petite parenthèse, soit dit en passant, les statistiques qu'on a identifiées là avec Fabienne Bourdet récemment nous montrent que ces référents sont, alors je crois qu'on est à quelque chose de l'ordre de 85 ou 90% des référents éthique, intégrité, violence qui sont des femmes. Moi, ça me questionne beaucoup. Ça me questionne beaucoup. Alors, que des femmes contribuent au renouveau, au changement de mentalité dans les instances sportives, enfin, tant mieux et heureusement. Maintenant que les femmes soient en large majorité presque autodésignées comme étant la personne à qui on va confier ce dossier. Bon, qui est-ce qui s'occupe là de tout ce qui est éthique, violence, Bon, toi là, bon, c'est oui, sous-entendu, c'est un truc de femme, s'occuper des violences, tout ce qui est psy, c'est pas, ben non.
Ben non. Donc là, j'ai un peu envie de dire au personnel masculin, ben, bougez-vous, mobilisez-vous. Et si vous me dites, ouais, mais il y a déjà une femme qui est référente dans la structure, eh ben, soyez deux. Qu'est-ce qui vous empêche d'être deux, qu'il y ait un homme et une femme qui soient référents, éthique, intégrité? Pour le coup, moi, je trouverais ça très bien, notamment pour les sportifs et notamment pour les victimes qui ont besoin parfois de s'adresser à quelqu'un, que ces victimes puissent faire le choix, en tout cas déterminer si elles s'adressent à un homme ou à une femme. Ben moi, je trouve que ça serait plutôt bien. Voilà, c'est un petit constat que je fais. Et puis, et parfois, les référents, alors ce ne sont pas uniquement les référents locaux, mais ce sont les référents des structures, des associations avec lesquelles on conventionne, avec lesquelles on établit des partenariats, parce que ces structures viennent une fois par an dans nos clubs pour régler le problème, vu que c'est pour ça qu'on a signé la convention avec eux. Et puis en plus, ils nous ont dit qu'ils allaient régler tous les problèmes qu'on avait à s'occuper de rien, vu qu'on ne sait pas faire, donc tant mieux s'ils s'occupent de tout. Ben non. Moi, j'attire vraiment votre attention sur le fait que si vous conventionnez avec une association, et parmi toutes les associations, et heureusement, il y en a de plus en plus des associations qui font des super trucs, qui mettent en place des programmes de formation, de sensibilisation, tout, et ils le font bien. Moi, je me refuse à ce qu'on considère ces associations comme étant des sous-traitants qui vont régler le problème. Attention à ne pas vous mettre des œillères et à ce qu'une équipe dirigeante d'un club, d'une ligue, etc., ne dise pas « bon, pour les violences, c'est bon, on a signé une convention avec telle structure, hein, ils viennent une fois par an, donc s'il y a un problème, ils nous le diront. » Ben non. Continuez d'être vigilant, maintenez la vigilance, même si vous avez des interlocuteurs extérieurs. Ces interlocuteurs extérieurs, techniquement, ils sont là pour vous aider à mettre en place les actions que vous avez envie de mettre en place. Moi, je ne peux que vous inciter à réfléchir en amont à ce que sont les actions que vous souhaitez mettre en place et ensuite regarder parmi la diversité des associations quelle est celle qui aura, selon vous, les compétences les plus adéquates pour mettre en place l'action que vous avez choisi de mettre en place cette année-là. Et puis l'année d'après, vous aurez d'autres objectifs, vous solliciterez une autre association. Voilà. J'en termine ainsi. C'est peut-être un peu abrupt, c'est peut-être un peu dense, un peu tous ces contenus que je viens de vous. Mon objectif était d'essayer de vous transmettre un maximum de perches pour que chacun puisse saisir la perche qui lui semblera la plus en adéquation avec sa façon, ses envies de faire, d'agir et les idées et les objectifs que chacun peut avoir. Voilà, je suis bien évidemment de suite à votre disposition pour échanger avec vous sur tous ces contenus. Vous avez sous les yeux l'adresse de mon site web que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a pas mal de reportages qui ont été diffusés à la télé, pas mal de quelques-unes des conférences qui ont pu être menées dans certaines régions. N'hésitez pas, il y a un certain nombre de supports sur mon site que vous pouvez aussi utiliser pour des actions de prévention, sensibilisation. Je suis à votre écoute. Merci Greg Descamps pour cet exposé riche d'informations diverses et variées, mais aussi très pragmatique pour tous les acteurs, en tout cas du mouvement sportif que nous sommes, et pour l'ensemble de notre auditoire plutôt, excusez-moi. C'est enregistré et donc vous pourrez mettre dans le chat l'adresse mail et dans ces cas-là, on vous enverra l'intervention de Greg Descamps. Nous avons… J'ai beaucoup dépassé le timing. Je m'excuse pour cela. Oui, mais je pense que si les personnes qui vous ont écouté avec attention comme moi-même, en tout cas, moi, je n'ai pas vu le temps passer, bien au contraire, j'aurais été prête à continuer à vous écouter.
mais nous avons un timing à tenir. Nous avons quelques questions dans le chat. Est-ce que vous pouvez les regarder très succinctement? On pourra y répondre, mais je ne vais pas laisser plus de 10 minutes, en tout cas, sur ces questions, puisque nous avons d'autres interventions de personnes qui ont été lauréats sur la prévention et lutte des violences dans le sport. Je vois notamment la question de Monsieur Landry sur la fascination, parce que j'ai abordé la question de la fascination sous l'angle de l'entraîneur qui admire son sportif. C'est vrai que c'est un peu à contre-courant, parce qu'on parle, à juste titre, hein, le plus souvent de fascination du sportif envers son entraîneur. Et c'est vrai que ça, alors ce type de fascination, c'est la fascination qui va plutôt être utilisée par d'autres profils d'auteurs de violence, notamment les prédateurs, qui vont savoir que, vu que le sportif est fasciné par l'aura que l'entraîneur peut avoir, eh bien, ça va faciliter le fait de manipuler le sportif ou la sportive pour l'amener à obtenir les faveurs sexuelles qu'il désire. Maintenant, c'est vrai que cette question de la fascination, c'est une forme de vulnérabilité chez le sportif, mais aussi parce qu'il faut se rendre compte que le milieu sportif incite à ça. Dans le sport, on fait comprendre au sportif qu'il n'a pas forcément toujours son mot à dire et que ce qu'on lui demande, c'est d'écouter l'entraîneur et de faire ce que dit l'entraîneur. Bon, voilà. Donc ça, c'est une forme de fascination dont il faut avoir connaissance et conscience. Mais c'est vrai que la fascination que les entraîneurs peuvent avoir envers leurs sportifs, on en parle très peu. Et c'est délicat encore de parler de ça, parce que ça concerne uniquement le cas de figure où on a l'auteur des violences qui est l'entraîneur, ce qui n'est vraiment pas la majorité des cas. Et je ne veux surtout pas qu'on stigmatise les entraîneurs comme étant des agresseurs potentiels. Les entraîneurs, c'est les professionnels qui sont en première ligne, qui sont les mieux placés pour détecter ce qui se passe. On a besoin d'eux pour faire de la bonne prévention. Donc surtout, les associer à toutes les démarches de prévention et sensibilisation. Merci. Prochaine question dans le chat. Je vois dans le chat des éléments liés au contrôle de l'honorabilité. Alors bon, ça, effectivement, c'est quelque chose qui, là, maintenant, est en train de se mettre en place de façon un peu plus systématique, hein. Donc là, je pense que par rapport à tout ça, le mieux, c'est de se tourner vers le site du ministère des Sports. Voilà, j'essaie de parcourir rapidement les remarques, mais n'hésitez pas aux organisateurs à laisser la possibilité aux auditeurs de prendre la parole pour poser les questions. Ça sera peut-être plus rapide et plus simple. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je peux dire. Donc, comment on fait pour poser une question? Ben, viens là. On a quelqu'un dans la salle? Tant qu'à faire, si je peux vous voir aussi. Oui, bonjour. C'était juste plutôt un témoignage. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir à 22h50 sur la 2 un reportage qui a évoqué ce problème-là. Et dans la région nantaise, on est quand même très concerné, puisque le premier témoignage, c'est le témoignage d'une jeune fille qui, dans une école de motocross, a été victime de violences sexuelles. La personne qui était l'entraîneur cette fois-ci a été condamné en cour d'assises à 8 ans de prison. Mais c'est une affaire qui, dans la région nantaise, a quand même fait beaucoup parler d'elle, parce que c'était une personne qui avait une aura extrêmement importante sur le milieu sportif nantais, hein. Son école de motocross n'était pas à Nantes, était à 40 km de Nantes, mais c'est une affaire quand même qui a marqué le territoire du 44. Et je pense que cette émission, elle peut être en replay, hein, sur France TV. Et moi, je peux que vous inciter à
à la visionner. Je vois que certains d'entre vous l'ont vu hier soir et c'est vraiment un témoignage extrêmement glaçant quand on écoute cette jeune fille qui parle de ce qu'elle a vécu pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ouais, hein. Donc voilà, c'était plus un témoignage qu'une vraie question que je posais. Il y a peut-être des gens qui sont en ligne qui ont vu ce report dans cette émission hier soir. On en a parlé là ce midi et effectivement, la possibilité d'avoir accès à des témoignages, c'est toujours une très bonne chose et parfois par le biais d'une intervention sur un plateau télé, une victime ou un reportage qui a été voilà, sollicité par des journalistes en quelques minutes. On a souvent moi j'admire à chaque fois la justesse des personnes qui font le choix de prendre la parole pour décrire ce qu'elles ont pu subir. Quand je dis la justesse, c'est la façon dont elles arrivent à trouver les mots permettant d'être suffisamment posés et permettant de faire en sorte que chacun pourra se les approprier comme, en tout cas, se disant que si ça me touche pas moi, ça peut toucher quelqu'un de mon entourage très proche et je me dois d'être très vigilant quant au fait que ça ne puisse pas arriver. En tout cas, je me dois d'ouvrir les yeux. On n'est pas là uniquement pour se protéger soi. On est là aussi pour protéger les autres en ouvrant les yeux et en étant plus vigilant. Voilà. Sur mon site web aussi, vous pouvez trouver quelques témoignages aussi de victimes dans d'autres domaines, dans l'équitation notamment. Mais c'est vrai que le motocross fait partie des disciplines qui, comme un très très grand nombre d'autres, n'ont pas été épargnées, puisque de toute façon, les statistiques de la cellule signal sport, là, je crois qu'on est, je sais plus, à l'automne dernier, si on était à, je crois que c'était 60, des dizaines et des dizaines et des dizaines de disciplines qui étaient concernées, donc c'était très difficile de trouver une discipline qui n'était absolument pas concernée. Concernant, avez-vous d'autres questions et pouvez-vous lever la main si vous en aviez une? Oui, donc Laetitia Z. J'espère que je prononce bien votre nom. Oui, c'est bon. Bonsoir. Juste deux petites informations. Vous parliez tout à l'heure du recueillement de la parole. Il y a Colosse au pied d'argile qui travaille sur ce sujet. Il y a aussi France Victime. Et je pense qu'ils ne sont pas assez déployés. En tout cas, moi, je fais partie de la Ligue des Pays de la Loire de handball et la fédération. Et nous, c'est avec eux qu'on travaille. On vous en parlera tout à l'heure. Mais c'est aujourd'hui deux partenaires qui aujourd'hui sont spécialistes et qui aujourd'hui peuvent intervenir. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en tout cas, Colosse au pied d'argile et France Victime. Et je voulais juste rajouter sur Colosse au pied d'argile, parce que tout à l'heure, vous avez montré 3 photos de femmes, mais aussi Sébastien Boyle, qui est un homme qui a été victime de harcèlement, de violences sexuelles. Et du coup, voilà, ça touche pas que les femmes. Et d'ailleurs, il vient de sortir un film. Et c'est aussi, ça touche aussi les hommes. Voilà. Merci, c'est très important de le rappeler. D'autres questions?